Dans l'actualité de ce jeudi, du nouveau dans les conditions d'affectation et de désaffectation des terres du domaine national comprises dans les communes. Désormais, pour se voir octroyer des terres, il faudra l'approbation des autorités administratives après la délibération d'un conseil municipal. Le président Macky Sall a signé le décret. On vous explique tout dans cette édition. Recrutement dans le secteur public et parapublic des personnes vivant avec un handicap. Les handicapés diplômés du Sénégal dénoncent les nombreux obstacles. Selon eux, la fonction publique n'a jamais respecté le ratio de 15% voté pourtant à l'Assemblée nationale. Lutte contre l'immigration illégale, le phénomène refait surface. La gendarmerie a arrêté hier une dizaine de jeunes en partance pour l'Espagne par voie maritime. Pourquoi les jeunes veulent encore quitter le pays ? C'est l'unique option qui s'offre à certains d'entre eux en désespoir de cause. Vous le verrez dans notre reportage au quai de pêche de Soumbédioune. En sport, ça y est, c'est signé. L'international Edouard Mendy devient le 3e Sénégalais à porter les couleurs de Chelsea. Une étape importante dans la suite de sa carrière, selon l'ancien international Oumar Diallo. Mais d'abord, découverte de 2 corps sans vie à la station balnéaire de Saly. La première victime est un étranger retrouvé mort à son domicile. L'autre décès est un mécanicien poignardé durant une bagarre. Son présumé meurtrier a été interpellé par la police. Une enquête est ouverte. Nous y reviendrons avec notre équipe à Mbour. Et puis c'est officiel, les collectivités locales n'ont plus le pouvoir discrétionnaire d'attribuer des terres de culture et de défrichement. Dorénavant, la délibération d'un conseil municipal sera exécutoire qu'après l'approbation des autorités administratives, le sous-préfet, le préfet ou encore le gouverneur dans certains cas. Le chef de l'État a signé ce décret qui fait penser naturellement à l'affaire Nengeler. Explication Salif Sow. Culture et de défrichement sont affectés par délibération du conseil municipal. Cette délibération n'est exécutoire qu'après avoir été approuvée soit par le sous-préfet, soit par le préfet de département territorialement compétent lorsque la superficie objet d'une délibération ne dépasse pas 10 hectares. Toutefois, dès que la superficie est comprise entre 10 hectares et 50 hectares, seul le préfet du département dans lequel est géographiquement localisée l'assiette approuve la délibération. Au-delà de 50 hectares, la délibération ne peut être approuvée que par le gouverneur de région territorialement compétent par acte réglementaire enregistré au niveau du secrétariat général du gouvernement. Le ministre de l'Intérieur, le ministre des Finances et du Budget et le ministre des collectivités territoriales, du développement et de l'aménagement des territoires sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié dans le journal officiel. Décret paraphé par chef de l'État Macky Sall le 16 septembre dernier. Une décision qui vient à son heure ou presque, vu les litiges fonciers constatés ça et là sur l'ensemble du territoire national, pratiquement. Les affaires Nengeler et Tobin, de parfaites illustrations. Merci Salif. Et un autre conflit foncier a éclaté à Keur Chérif Lo dans le département de Tivaouane. Là-bas, les jeunes s'insurgent, s'opposent à l'implantation d'un projet agricole. Selon ces jeunes, le promoteur veut faire main basse sur 40 hectares. Voyons tout cela avec Cheikh Anta Diop et Seylatir. À Palabre, les jeunes des 3 villages de Chérif Penkou, les chefs de village, le sous-préfet de Pambal et le maire de Chérif Lo se sont retrouvés pour arrondir les angles. Des jeunes qui s'opposent au projet mettent sur la table une panoplie de questions. Avant de céder nos terres, il faut que les choses soient claires. Le village n'a que l'agriculture pour survivre. Regardez tous ces jeunes. Le sous-préfet de Pambal a réussi à faire face à ces jeunes pour leur expliquer le fond du dossier qui les oppose aux promoteurs du projet. Le jeune qui a parlé tout à l'heure et qui a demandé à être éclairé, et je pense que c'est ça. J'encourage vraiment le maire à éclairer tous ceux qui tournent autour du projet et qui ont leur champ ici dans ces 40 hectares. Il y a eu un consensus. Il a insisté sur le partenariat gagnant entre les tenants des terres
Et les promoteurs, nous invitons vraiment à taire les querelles politiciennes. Ce n'est pas le moment. Les jeunes, unissez-vous et travaillez. Ils ont finalement trouvé un compromis, mais certains chefs de village demandent le respect des engagements parce que le promoteur leur avait promis de l'électricité. Ce que nous demandons aux promoteurs du projet, c'est de l'eau et de l'électricité pour tous les villages. L'intervention du sous-préfet de Pambal a marqué à jamais les esprits. Ils sont tous repartis satisfaits. Merci, cher Anta. Sit-in des habitants de Warang dans la commune de Malicounda. Ils dénoncent la construction d'un centre socio-culturel sur leur terrain de football. D'autres, par contre, précisent que ce projet est bénéfique pour la localité avant d'ajouter qu'une assemblée générale sera tenue dans les prochains jours pour appliquer l'avis de la majorité. Abdourahmane Diallo et Mamadou Gueye. Du village de Warang disent non à la construction d'une infrastructure sur leur terrain de football. On ne peut pas supprimer une infrastructure pour remplacer une autre. Ça, c'est déjà une infrastructure. C'est un terrain de jeu, c'est un terrain de sport. On ne peut pas remplacer un terrain de sport par un centre culturel. C'est impossible. Ce terrain représente tout pour la jeunesse warangoise. Ce terrain est un patrimoine. C'est notre patrimoine. C'est un patrimoine. Ce terrain représente à la fois aussi le terrain de sport pour l'école primaire. Une autre partie de la population de Warang précise qu'il n'y a pas encore eu d'assemblée générale pour définir l'emplacement du projet du centre socio-culturel. On va convoquer une assemblée générale pour mettre le bain à tout le monde et de là-bas, tous ceux qui sont pour vont se manifester. Tous ceux qui sont pour contre vont se manifester. Et si la majorité dit qu'ils sont pour, la majorité l'emporte, on va valider ce projet. Si la majorité dit qu'ils sont contre, on ne va pas établir quelque chose sur le terrain. La commune de Malicounda ajoute qu'en plus du nouveau stade, ce projet ne sera que bénéfique pour la jeunesse de la zone sud. Merci Abdourahmane. Et puis retour à Dakar pour parler de la plateforme Nyolank qui s'insurge contre les violences policières. Face à la presse ce matin, les membres de cette organisation se sont aussi exprimés sur la récente lettre circulaire du procureur général adressée à tous les officiers relevant du ressort de la cour d'appel de Dakar. Nyolank estime que ce rappel à l'ordre est justifié. Nous avons la conviction que les violences policières ne changeront que sous la pression du public. Les Sénégalais doivent savoir que s'ils restent passifs devant ce phénomène, la gangrène va finir par infecter toutes les forces de l'ordre et de sécurité. Nous considérons que ce rappel est approprié concernant le dossier de nos camarades Yanamar, où le commissaire de Dieuppeul a voulu prêter sa force à Orange alors qu'il s'agit d'une affaire purement commerciale. La fonction publique n'a jamais appliqué le ratio de 15% voté à l'Assemblée nationale. L'affirmation est de l'Association des handicapés diplômés du Sénégal. Ils dénoncent les nombreux obstacles à leur insertion dans la fonction publique. Vous le savez, hier en Conseil des ministres, le chef de l'État a demandé au ministre de la fonction publique de veiller à l'examen systématique des dossiers de recrutement des personnes vivant avec un handicap. Fatbintou Conté et Diafaraba. Travailler, le droit d'avoir une vie décente et digne comme tout le monde, parce que c'est pour ça qu'on se battait aussi. Le minimum qu'il faut, c'est un minimum de respect, de considération qu'on nous doit. Pourtant, ces personnes vivant avec un handicap peinent à trouver du travail au Sénégal. Au moment qu'une loi a été votée dans ce sens-là, je pense que depuis que ça a été voté par l'Assemblée nationale, ce problème-là ne devrait plus se passer. Donc là, bon, même s'il y a des problèmes au niveau du privé ou d'autres structures, je pense que si l'État avait fait le nécessaire, les services de l'État en tout cas, je pense que cette difficulté d'insertion professionnelle pour les personnes vivant avec handicap ne devrait plus se poser. Pour ces handicapés diplômés, le ratio de 15% qui leur a été réservé n'est même pas respecté par la fonction publique sénégalaise. Nous sommes persuadés que les handicapés diplômés au Sénégal par année ou bien même de façon globale ne représentent pas, ne peuvent même pas satisfaire ce ratio de 15%. Si ce pourcentage a été respecté, on n'en serait pas à
trouver des personnes handicapées diplômées au chômage. D'ailleurs, pour le coordonnateur du regroupement des diplômés sans emploi du Sénégal, l'insertion des handicapés diplômés devait être concrétisée depuis longtemps. Selon lui, c'est la politique de l'État en termes d'emploi qui laisse à désirer. Ils ne devraient pas subir ce que subissent les autres, parce que déjà ils ont déjà un handicap. Et malgré cet handicap, ils parviennent à décrocher leur diplôme. Donc je pense qu'on devrait leur faciliter l'insertion. Mais cependant, nous nous trouvons dans un pays où la question de l'emploi ou la question du chômage n'est pas prise en compte comme il le fallait. Elle n'est pas traitée avec sérieux. Elle n'est pas traitée avec réflexion. Elle est traitée en fonction des humeurs politiques et de la situation politique. Pour rappel, ces handicapés diplômés ont battu le macadam la semaine dernière pour exiger leur insertion dans la fonction publique sénégalaise. Merci Fadbintou. Et puis parlons de la vétusté du parc automobile soulevé lors de l'atelier de partage sur les réformes visant la modernisation du secteur des transports routiers. Sur 2500 véhicules, seuls 1800 ont été remplacés, ce qui est qualifié de piètre performance par le ministre en charge du secteur. Mais le Sénégal tend vers la modernisation du secteur avec l'adoption de la loi de 2020. Mamadou Fall, Amadouba. Le parc automobile sénégalais est vétuste, c'est le constat fait par les acteurs du transport. Pourtant, son renouvellement a été prévu en 2005. Depuis 2005, pour 2500 véhicules, nous avons peiné à remplacer les 2000 véhicules. Nous sommes à peu près vers 1800-1900 véhicules remplacés, ce qui est quand même 18 ans après une piètre performance. Avec l'adoption de la loi 2020 sur l'orientation et l'organisation des transports terrestres, le Sénégal peut enfin moderniser le secteur du transport. Un accès, ça veut dire simplement sécurisé, simple, mais aussi des services publics de transport performants, sûrs et confortables, avec comme vision un transport qui va marquer la transition écologique au Sénégal, parce que nous voulons avoir un transport décarboné, un transport propre. Une modernisation axée sur la gouvernance du secteur. Le développement des transports terrestres, qui va être le levier de financement du secteur, et qui va prendre comme ressources recettes tirées dans le secteur des transports globalement, sur les redevances d'exploitation des différentes concessions que nous avons et les participations des usagers en général, et donc sur certaines réformes liées à l'importation des véhicules, liées à d'autres contributions. La nouvelle loi va rentabiliser le secteur, mais surtout protéger tous les professionnels du transport. Restons, Mamadou, dans le domaine du transport pour plonger dans l'univers des conducteurs de bus Tata. Beaucoup parmi eux dénoncent des conditions de travail médiocres. C'est une doléance qui revient presque tout le temps. Tous les jours, ces conducteurs avalent des kilomètres et des kilomètres dans la capitale sénégalaise. Et tenez-vous bien, certains parmi eux n'auraient même pas un contrat de travail. Aminata Mbarisso, Amadouba. Meng est conducteur de bus Tata depuis bientôt 13 ans. À bord de la ligne 37, Adama dresse les différents axes de la ligne. 42 km entre le point de départ et le point d'arrivée. La ligne 37, le départ ici à Colodel, jusqu'à Apix. Il passe à Koloban, autoroute, Maris, Pikine Rue 10, Amo 6, Guédiawaye, Malika, jusqu'à Apix. Oui, c'est 42 km. Une distance, 2 à 3 navettes par jour. Un véritable parcours du combattant pour Ousmane Gueye, agent à la ligne 84. Je prends le départ à partir de 5 h du matin et je peux descendre entre 22 h et 23 h. Premier quart, on en a 3. Dernier quart, on en a 2. Les navettes, c'est suivant l'heure de départ. Elles peuvent aller de 2 à 3 par jour. Entre longues distances, absence de contrat de travail pour certains, les complaintes sont nombreuses. Souvent, les conditions sociales font défaut, surtout pour ce qui est de la prise en charge médicale. Il faut que les terminus soient aménagés. Par exemple, il n'y a même pas de sanitaire. Et pourtant, la présence de ces transporteurs... Surtout moi, je suis en contrat. Vraiment, je suis bien en charge avec le patron. Une meilleure amélioration des conditions sociales, objet d'une rencontre entre le ministre des Transports et les différents opérateurs, pourvu que des solutions idoines y sortent pour le bien-être de ces transporteurs dans le trafic routier est incontournable. Merci Aminata.
Et si le phénomène de l'immigration clandestine reprenait de plus belle, vous le savez, cette pratique a culminé en 2006. Et vous allez le voir dans ce reportage, l'envie d'ailleurs qui animait ces jeunes à l'époque reste toujours intacte aujourd'hui. Nous vous parlions hier de l'arrestation de 15 candidats à l'immigration clandestine à Rufisque. Mais pourquoi donc les jeunes veulent partir à tout prix et par tous les moyens? Certains se disent frustrés de la vie qu'ils mènent au Sénégal. La seule option, c'est l'immigration à tout prix. Regardez ce reportage édifiant au quai de pêche de Soumbédioune, Alassane Ba et Amadou Ba. Le phénomène reprend. Ces jeunes étaient prêts à rejoindre l'Europe, mais interpellés au niveau de Fimela. Ici à Soumbédioune, le président du comité local des pêcheurs n'a pas encore eu écho d'une quelconque embarcation sur ce site vers les îles Canaries. Vraiment, on s'en félicite toujours. Jusqu'à présent, au niveau de Soumbédioune, il n'y a pas eu ce fléau de la sortie des gens vers les îles des Canaries. L'explication est simple, ces jeunes sont déçus. Bon, c'est une déception. Tout ce que je peux dire, c'était une déception. Parce que les jeunes qui étaient là, ils croyaient trop au gouvernement. Mais vu ce qui s'est passé tout dernièrement avec la pandémie de la Covid-19, au niveau de la pêche, l'État a octroyé une aide de 2 milliards de francs CFA pour tous les acteurs de la pêche. Mais 2 milliards, avec tout ce que la pêche englobe. Est-ce que c'est trop insuffisant? Issa Fall indexe les autorités. Elles ont échoué sur la question, c'est son sentiment. Pour ce qui est de la formation et de la réinsertion de ces jeunes, ici au Soumbédioune, au premier départ, il y en avait eu au moins une dizaine qui étaient partis. On les a retournés depuis les îles des îles Canaries. Ils sont retournés ici à Soumbédioune. Ils continuent toujours à pêcher. On ne les a pas formés, on ne les a pas réinsérés. Et ce qui m'étonne, si vous allez dans les quais de débarquement, il y a plusieurs points de débarquement qui ici au Sénégal qui manquent d'agents administratifs. Et pourtant, ces gens qui étaient partis monnayer leur talent vers l'extérieur, ce sont des gens instruits. L'État pouvait les prendre en charge, les former. Dans cette vidéo, faite depuis les îles Canaries, cette dame avance un chiffre de plus de 7000 clandestins, y compris des Sénégalais, qui sont arrivés à Tenerife. Souvent, ils viennent même avec des cadavres. Et ça interpelle les autorités. Et dans la même veine, Alassane, reparlons de l'affaire de la mort du jeune Abdoulaye Baldé, cet immigré récemment tué en Libye. Ici au Sénégal, à Kolda, les habitants de Guiro Yero Bokar, proches du défunt, condamnent le mutisme du gouvernement. Les jeunes de la localité ont arboré des brassards rouges pour manifester leur mécontentement. Abdoulaye Diallo. C'est dans cette ambiance que les jeunes de Guiro Bokar ont exprimé leur colère, disent-ils, face au mutisme des autorités sur la mort d'Abdoulaye Baldé, jeune immigré récemment tué à bout portant en Libye. Depuis que le décès a eu lieu en Libye, nous n'avons pas vu d'autorité locale, d'autorité territoriale, ni d'autorité de la diplomatie. Nous avons écrit une note, nous avons écrit une lettre à la mairie depuis presque une semaine. Nous avons écrit aussi une lettre à la sous-préfecture. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de réponse. Le gouvernement du Sénégal, la diplomatie, je dirais, le ministre des Affaires étrangères, nous avons un grand frère qui a porté plainte contre cet État-là, l'État du Sénégal. Et là, qu'est-ce que l'État a dit? C'est que le gosse était en putréfaction. Mais c'est une honte pour le Sénégal. Il réclame la justice sur cette affaire. C'est une honte pour le Sénégal parce que lorsqu'il y a eu le Charlie Hebdo, comment dirais-je, à Paris, le président sénégalais s'est déplacé. Mais quand un Sénégalais est tué, lâchement tué en Libye, en son lieu de travail, là où il travaillait pour s'assurer, on l'a tiré 3 balles de suite. L'État attend maintenant pour nous dire que vraiment on n'a pas les moyens d'aller. On est d'accord qu'on n'a pas les moyens d'aller, mais on demande justice. Lorsqu'il y a eu des problèmes aux États-Unis,
le noir américain tué, tout le monde entier était présent. Mais pourquoi quand un Sénégalais est mort, personne n'est présent? Nous disons non. Nous disons non. Il faut justice. On doit respecter les noirs. C'est parce qu'il est noir qu'il a été tué. Ça ne doit plus continuer comme ça. Nous aussi noirs, nous sommes des personnes comme tout autre. Non sans demander à l'État du Sénégal de créer des emplois pour les jeunes du monde rural pour lutter contre l'immigration clandestine. Nous avons gouvernement le maximum d'emplois possible ou bien les sources génératrices d'emplois c'est pas seulement les villes qui sont dans le Sénégal. Pour sa postérité, les manifestants ont planté un manguier dans la cour du domicile de la victime. Merci Abdoulaye. Bonne nouvelle, à Saint-Louis, les travaux de la protection côtière vont bientôt démarrer. 10,5 milliards de francs CFA ont été mobilisés pour une digue de protection de plus de 2 km sur la langue de Barbarie. Voyons tout cela avec Ousseynou Diop et Habib Sek. Les populations de la langue de Barbarie peuvent pousser un ouf de soulagement. L'État du Sénégal et l'Agence française de développement ont débloqué une enveloppe de 10,5 milliards de francs CFA pour ériger une digue de protection de plus de 2 km. C'est une réponse urgente à ce phénomène d'érosion côtière-là, comme vous le constatez, qui est en train de faire tomber des maisons, de faire vraiment casser des liens familiaux, etc. Donc ce projet vient vraiment pour protéger, arrêter l'évolution du trait de côte. Les travaux de ce projet de protection côtière seront livrés d'ici 1 an et demi. Le coordonnateur du projet a aussi précisé que des enrochements d'1 à 2 tonnes seront utilisés pour sécuriser toute la langue de Barbarie. C'est un projet qui est conçu pour un délai de 18 mois. Il est vraiment capitalisé, surtout par rapport au premier projet qui a été réalisé à Gabion. C'était un projet à Gabion, mais ici on vient faire vraiment autre chose que du gabion. Ce sera vraiment des enrochements, ce sera des blocs de 1 à 2 tonnes. Les travaux seront effectués dans des sites jugés très populaires. L'agence de développement municipal appelle la population de la langue de Barbarie à une meilleure compréhension. Nous demanderons aux populations de faciliter la tâche donc, aux entreprises qui vont mener les travaux, en libérant surtout les entreprises. Parce que vous savez que nous sommes dans des zones d'habitation densément peuplées, où il y a beaucoup d'objets encombrants. Le projet sera livré dans 18 mois. En attendant, la population doit patienter et essayer d'affronter les prochaines houles jugées dangereuses par les experts après les fortes pluies notées dans la capitale du Nord cette saison. Environnement toujours, avec les autorités municipales de Niakhar qui vont reverdir la forêt du village de Sangaye. Une ambition herculéenne quand même, puisque la forêt est vaste de quelques 700 hectares. Mais tout de même, une convention a été signée hier entre la mairie de Niakhar et l'agence de la reforestation et de la Grande Muraille Verte. Aminata Goudjabi et Abdou Karim Bey. Sangaye s'étend sur 700 hectares, mais comme vous le voyez sur ces images, elle n'est pas très dense. La mairie de Niakhar s'engage à la reverdir. Elle vient de signer à cet effet une convention avec l'Agence nationale de la reforestation et de la Grande Muraille Verte. Nous avons visité l'ancienne forêt de Sangaye, mais nous allons travailler avec les populations, travailler avec la mairie, travailler avec les comités de surveillance, les partenaires, ramener cette forêt-là, à la reboiser, bien sûr pour la biodiversité, parce que nous avons besoin de la biodiversité, des animaux qui vivent dans la nature, à travailler aussi à planter des arbres utiles aux populations, des palmiers dattiers, parce que nous avons vu qu'il y a beaucoup de zones salées, des cocotiers, des forêts de fruits, pour que les populations génèrent des revenus. Les autorités municipales de Niakhar s'engagent à respecter les principes de cette convention et toutes les populations sont appelées à se mobiliser. Il nous est demandé notamment de mobiliser bien sûr des ressources, mais également de mobiliser notre jeunesse. Et c'est le lieu pour moi donc d'en appeler à cette jeunesse-là pour qu'elle se mobilise, comme elle l'a toujours d'ailleurs fait, pour que vraiment les objectifs que nous visons à travers la convention, que nous puissions les atteindre. Chaque année, il y a des crédits qui sont votés dans le cadre de notre budget. Je m'engage au nom du conseil municipal à faire plus pour cette forêt-là. Nous souhaiterions que cette visite-là soit suivie d'effets. Outre le reboisement, des pépinières seront aussi créées pour renforcer celles existantes sur cette forêt. Nous sommes engagés à mettre une pépinière dès que M. le maire va présenter donc, le projet à la commune qui va
délibéré. Nous voulons installer une pépinière qui aura une visibilité, une accessibilité, une présence de l'eau. Après, il nous reviendra à nous d'installer une pépinière. Mais en attendant, nous allons travailler avec les pépinières existantes, les pépinières des eaux et forêts, les pépinières des partenaires, la région Nouvelle-Aquitaine, qui sont des partenaires de la commune, qui ont déjà 30 pépinières. Donc nous allons les renforcer en gaines et en semences. Des mesures seront aussi prises pour protéger les plants contre la divagation des animaux. Merci Aminata. 14 000 mètres cubes de plus sur le réseau d'eau de Touba, c'est le résultat des travaux réalisés sur le terrain par l'Office des forages ruraux dans le cadre d'un programme d'urgence. 3 nouveaux forages ont été construits, des pompes acquises et des adductions d'eau réalisées. Écoutons là-dessus le directeur général de l'OFOR avec notre équipe à Touba. Nous avons un programme d'urgence extrêmement important qui consiste à la réalisation de 3 nouveaux forages à Sam Abdelatif, à Touba Ndiarem et à Darmanan Feto. Plus un renouvellement d'un forage également qui est situé dans un quartier extrêmement important, c'est le forage FKB. Aujourd'hui, les 3 forages sont presque terminés. Il y a même un forage qu'on est en train de faire les essais. Et le dernier, il sera certainement mis en service, c'est Touba Ndiarem. Tout cela donc réuni nous permettra d'avoir une production additionnelle de 14 000 mètres cubes. C'est extrêmement important. Nous avons également acheté des pompes. La commande est arrivée, c'était 10 pompes réceptionnées et ça commence à être acheminé au niveau de Touba. Nous avons également prévu des groupes électrogènes pour parer aux coupures d'électricité de la Sénélec. En dehors de cela, nous avons également dans le programme des extensions de réseau. Donc nous avons prévu 55 km d'extension pour raccorder les quartiers qui ne disposent pas encore d'adduction d'eau. Et puis en sport, ça y est, Edouard Mendy est officiellement un joueur de Chelsea Football Club en Première Ligue. Une étape importante dans la progression du jeune Lion et c'est quelqu'un qui connaît bien le poste de gardien de but, qui le dit. Omar Diallo, ancien gardien ancien international, qui ne se fait pas de soucis sur l'éventuelle titularisation de Mendy. Écoutons-le, il est interrogé par Cher Sadibou Diarra. Un contrat de 5 ans, je pense qu'il est sur un projet. Donc c'est déjà bien de signer dans un grand club comme Chelsea qui joue les premiers rôles, que ce soit en Europe, quand on parle d'Europe c'est les Champions League et tout ça, plus en Angleterre par rapport au Big Four. Donc moi je pense que c'est une bonne chose d'aller là-bas et de continuer sa progression. Est-ce un bon choix? L'avenir nous le dira. Hein? L'avenir nous le dira parce que voilà, tout en sachant que tout début est difficile, il a commencé sa petite carrière à Marseille et après il y a eu des hauts et des bas et jusqu'à ce qu'il est encore revenu au top de sa forme. Au départ, il va pour être remplaçant, il le sait déjà, il va être motivé, il va être patient. Parce qu'il est intelligent, trop intelligent même je dirais, vu son parcours. Je pense que la concurrence est partout dans une carrière. Aujourd'hui, même s'il était déclaré numéro 1, il aura un concurrent, un deuxième qui va attendre. Donc qu'il soit deuxième, numéro 1, la concurrence existera toujours. Et puis heureusement qu'en Europe, c'est une concurrence loyale et que le meilleur aura toujours son mot à dire. Et toujours en sport, la règle des 5 changements maintenus cette saison dans les compétitions de l'UEFA. Et puis Jérôme Valque et Nasser El Khelaifi fixés sur leur sort dans l'affaire des droits télévisés le 30 octobre prochain. Le reste de l'actualité sportive dans ce round-up signé Serge Sadibou Diarra. De nouveau devant les juges français. L'ancien patron de l'athlétisme a été entendu ce jeudi par les juges d'instruction. C'est dans le cadre de l'enquête à Paris sur des soupçons d'achat de vote dans l'attribution des Jeux Olympiques 2016-2020. Pour le moment, ses avocats refusent de faire des commentaires. Lamine Diack avait réfuté tout acte de corruption lors des précédents interrogatoires. Le journal japonais Kyodo News a pourtant révélé lundi que la société Black Tidings avait fait une série de versements de milliers de dollars au profit de son fils Pape Massata Diack. Nasser Khelaifi et Jérôme Valque vont connaître leur sort judiciaire le 30 octobre prochain. Leur procès dans une affaire de droit télévisé a été clôturé d'Arsenal. Uruguayen
Petit souci avec l'élément de Cher Sadibou que nous retrouvons demain dans le journal de 20h. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'info continue dans Soir d'Info. C'est à vous, Aram. Vous recevez ce soir Monsieur Hamdi Moustapha Diop pour parler de nous. C'est bien ça, Chérif.